Parlons en bien de Tesla pour une fois, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui dans un nouvel épisode de Plus de millage. Allons-y. Vous avez vu le titre de la vidéo. Donc aujourd'hui, on va essayer de dire des choses positives sur Tesla et éviter la controverse. On n'est pas néanmoins des fanboys de Tesla, hein, Alexandre et moi, mais nous sommes des gens qui pouvons reconnaître les choses positives et moins positives aussi lorsque c'est le cas. Mais là, aujourd'hui, on va essayer de parler de cet grand éléphant dans la pièce là, qui est Tesla. Fait que je vais commencer un peu plus sur les produits, puis après ça, je vais m'exercer à explorer un sujet qui, moi, m'intéresse particulièrement, qui est celui du modèle d'affaires, les aspects plus commerciaux, mais ça m'intéresse moi, peut-être pas vous. Fait que ça va être à la fin, puis on va commencer avec les choses croustillantes et intéressantes. D'abord, au niveau de un peu la guerre tarifaire qu'on connaît entre le Canada et les États-Unis et tout ça, on n'embarque pas là-dedans. Mais ce qu'on voulait mentionner, c'est qu'à partir, je crois, du mois d'octobre, si je ne me trompe pas, nous allons enfin avoir des modèles Y européens, donc fabriqués à Giga Berlin qui vont être livrés au Canada. Donc, évidemment, les ventes de Tesla en ce moment sont assez anémiques. Les prix avaient monté. Le modèle Y au prix de lancement, c'était 85 000 $ canadiens. Ça faisait absolument aucun sens. Donc, ça, c'est négatif. Mais chose positive, les prix ont descendu. Et puis, nous allons avoir ces modèles-là qui viennent de Berlin. On sait aussi qu'il y a des nouveaux modèles qui s'ajoutent à la gamme qui ne sont pas nécessairement disponibles ici. Alexandre en a parlé récemment. Le fameux modèle YL, on s'est fait dire que ça ne serait pas disponible en Amérique du Nord avant la fin de l'année 2026, peut-être même jamais. Est-ce que le message sous-jacent et non mentionné à ça, c'est qu'on va avoir une autre variante du modèle Y qui serait introduite ici avant, un modèle Y CL ou Canadian Loser, comme moi et Alexandre, on aime appeler les voitures qui sont plus de base que le modèle de base traditionnel. Bon, ça, c'est blague à part, ça serait possible, mais bref, on n'aura pas ce modèle Y long-là à court terme, mais au moins, on va avoir des modèles européens qui soutiennent des emplois en Europe qui seront importés ici sans aucun tarif, et tout ça est absolument merveilleux. Donc, ça, c'est une chose positive. Après ça, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ben, Tesla, c'est une des entreprises ou des manufacturiers automobiles qui ont introduit les mises à jour over the air, donc par Internet. Votre voiture est connectée à Internet lorsqu'elle est à la maison ou en utilisant le réseau cellulaire. Et ça permet de télécharger des mises à jour et de les intégrer à la voiture. Pourquoi je dis ça comme positif? Ben aujourd'hui, ça fait un peu plus partie de nos vies. Notre téléphone, notre ordinateur se met à jour automatiquement. Mais chez les constructeurs historiques, c'est pas nécessairement un acquis. Puis je vous explique, moi par exemple, j'ai un Outlander PHEV qui est une voiture, je ne dirais pas que j'adore, mais qui est très fonctionnelle, qui répond à nos besoins. Ben là, il y a une mise à jour liée à un rappel de sécurité qui doit être faite parce que dans certaines conditions, la caméra de recul ne s'affichera pas alors que le véhicule est en marche arrière. Puis c'est un vrai problème. Je l'ai vu, l'écran est noir, il n'y a plus rien qui fonctionne. Bon, on peut utiliser évidemment ses miroirs, ses rétroviseurs et puis se déplacer sécuritairement, mais c'est un enjeu au niveau de la sécurité. Bien, pour corriger ce problème-là, qui ne requiert qu'une mise à jour logicielle, je vais prendre rendez-vous concessionnaire. J'ai reçu une lettre papier. Je vais prendre un rendez-vous concessionnaire, ce que j'ai fait, puis là, je vais agencer ça avec le prochain changement d'huile, et puis on va pouvoir faire la mise à jour. Bien, Tesla exerce des rappels de sécurité sur ses véhicules régulièrement ou des mises à jour qui ne sont pas liées à des éléments de sécurité. Puis, sans que vous vous rendiez compte, pendant la nuit, ou peut-être que ça vous le mentionne, qu'il y a une mise à jour qui est planifiée, bien, la mise à jour se fait et ça permet même d'améliorer les voitures. Donc, il y a des choses, des petites améliorations qui vont être faites aux fonctionnalités de la voiture. Je pourrais donner un exemple avec la FSD, donc la conduite autonome supervisée. Bien, dans une mise à jour récente, on a intégré l'utilisation des microphones du véhicule pour identifier les sons de sirène, donc les sirènes par exemple de police, de pompiers, d'ambulance, dans le modèle d'intelligence artificielle qui contrôle la conduite autonome. Donc pour plus de sécurité, pour gérer plus de cas particuliers, bien, ça s'intègre. Et si vous avez une Tesla qui est équipée de la conduite autonome, bien maintenant, ça intègre ces éléments-là et c'est plus sécuritaire.
Et ça s'est fait sans avoir besoin d'avoir une visite au concessionnaire. Donc, il y a beaucoup de problèmes comme ça qu'on peut régler sans même devoir visiter sa concession. Une autre chose que Tesla amène, c'est le réseau de supercharger. Donc, au Québec, on connaît le réseau du circuit électrique qui, honnêtement, est franchement très robuste et fonctionnel. L'équipe du circuit électrique ou d'Hydro-Québec qui est derrière ça a fait un excellent travail. On peut leur dire chapeau. L'intégration avec les réseaux de d'autres aussi, ou en fait avec d'autres réseaux de recharge, là, ce qui fait que vous pouvez vous connecter à une borne Flow, à une borne Petro-Canada ou à une borne de plusieurs autres fournisseurs en n'utilisant qu'une seule application. C'est merveilleux. Je ne crois pas que ce soit unique au monde, mais c'est définitivement un grand succès. Et peut-être parce qu'on a justement ce grand succès-là du circuit électrique, on est un peu moins exposé à la réalité du fait que ailleurs dans le monde, dans certains pays, aux États-Unis par exemple, si vous n'avez pas une Tesla et accès au réseau de supercharger, bien de superchargeurs Tesla, vous êtes beaucoup plus limité dans vos choix et où vous avez besoin d'avoir une panoplie d'applications pour vous connecter à n'importe quel réseau de recharge. Ben, Tesla a rendu ça tellement simple, hein? Vous branchez la voiture, vous stationnez, ça m'avait fasciné. Le premier défi 500 km, je crois qu'Alexandre et moi avions fait avec un ami dans une Tesla Model 3 Long Range. On s'était stationné au supercharger, puis j'avais déconnecté le connecteur et puis la trappe du port de recharge s'était ouverte toute seule. Ça avait complètement fait exploser mon esprit à quel point c'était simple et intégré et on se branche et c'est facturé automatiquement. Bon, il y a d'autres systèmes, d'autres véhicules ou d'autres manufacturiers qui vont intégrer le même système, que ce soit avec d'autres réseaux de recharge ou avec celui du supercharger de Tesla. Mais bref, ce réseau-là qui nous a offert un réseau solide pour pouvoir se déplacer en véhicule électrique, qui était unique ou exclusif à Tesla, ben maintenant, il s'ouvre de plus en plus à d'autres manufacturiers. Et ça, je trouve aussi que c'est un élément super positif de Tesla. Donc, si on n'est pas dans une région comme le Québec, où on a un réseau de recharge, plusieurs réseaux de recharge bien intégrés, super accessibles, ben, au moins ça nous donne des options supplémentaires si on a un véhicule compatible, bien sûr. Je vais aussi donner à Tesla, mais ça revient aussi à d'autres constructeurs, Lucid par exemple, Rivian. Mais bref, Tesla, c'est l'un des constructeurs qui a démontré que l'autonomie, puis surtout l'autonomie combinée à la vitesse de recharge, c'était devenu presque un non-enjeu ou un enjeu non existant dans le domaine de l'automobile électrique. Donc oui, historiquement, si on recule un peu en arrière, puis on pense à la Nissan Leaf de première génération, même de deuxième génération, la Chevrolet Bolt, qui est une voiture que j'adore, bien, si on essayait de regarder combien de temps ça prend parcourir une longue distance, 500 km par exemple, ça peut être problématique parce que l'autonomie est plus limitée et la vitesse de recharge est plus limitée. Mais si on regarde les véhicules de Tesla ou de d'autres manufacturiers, Rivian par exemple, Lucid, puis il y a beaucoup d'autres manufacturiers qui ont emboîté le pas par la suite, mais c'est avec eux que ça a été un peu plus introduit, bien, on a maintenant des véhicules qui c'est pas un problème. Vous pouvez parcourir plusieurs centaines de kilomètres, faire un très court arrêt de recharge, une dizaine de minutes, vous rajoutez 200 km d'autonomie, poursuivre votre route. C'est merveilleux. Donc, moi, je pense qu'aujourd'hui, on vit dans un monde, puis on le démontre avec les défis 500 km qu'Alexandre et parfois moi, on réalise à l'occasion, que parcourir 500 km sur les routes québécoises en moins de 5 heures avec un véhicule électrique, ça se fait et on s'approche extrêmement près des véhicules thermiques. Puis, bon, la réalité change. Je suis un papa aujourd'hui. Je peux vous dire que j'ai parcouru plus de 700 km dans une journée l'autre jour et ça m'a pris beaucoup plus que 7 heures parce que dans la vie, on n'est pas nécessairement des conducteurs en mode cannonball qui vont parcourir 1000 km le plus rapidement possible en minimisant les arrêts, puis en courant jusqu'à la salle de bain parce que c'est plus ça qui est un facteur limitant ou aller chercher de la nourriture que le temps de recharge de sa voiture. Dans la vraie vie, c'est devenu, pour les véhicules des différents manufacturiers qui sont, disons, à l'état de l'art, le Kia V6, le Hyundai Ioniq 5, ce seraient des excellents exemples. C'est rendu un non-enjeu, c'est vraiment merveilleux. Des véhicules qui chargent à 250 kW et plus, absolument incroyable. Le prochain élément, il est positif, mais avec une petite nuance, c'est la démocratisation de la performance.
Donc aujourd'hui, on peut acheter par exemple une Tesla Model 3 Performance, mais c'est aussi vrai d'un autre modèle, que ce soit Hyundai Ioniq 5N, le Kia V6 GT, là, qui est une voiture qu'on ne peut plus acheter. Mais on achète ces voitures-là qui coûtent 70 80 000 canadiens. Et on a les performances d'accélération d'une Ferrari Enzo, qui était comme la voiture là, halo absolument incroyable quand j'étais jeune. Quand j'étais un adolescent, je pensais à ça, 3,5 secondes, ça frappait l'imaginaire, mais j'étais peut-être un peu trop jeune pour avoir connu là, la McLaren F1 qui faisait le 0-100 en 3,2 secondes. Donc aujourd'hui, des voitures qui sont pas si chères que ça, on s'entend. Prix moyen de vente d'une voiture neuve au Canada, la dernière fois que j'ai regardé, c'était quelque chose comme 62 000 $. Donc, grosso modo, dans ces eaux-là, puis ça reste effectivement cher pour un véhicule, là, puis il faut s'entendre que le prix moyen d'une voiture neuve, c'est pas le prix moyen d'une voiture vendue, parce qu'il y a beaucoup de voitures usagées aussi qui sont achetées et revendues. Mais bref, on démocratise la performance, puis aujourd'hui, on peut avoir une voiture qui a presque le niveau de performance d'une BMW M3, par exemple, pour la moitié du prix. Pourquoi je mets une nuance ici? Ben, ça fait en sorte que toutes les voitures iconiques du passé nous apparaissent aujourd'hui, là, presque médiocres dans leur performance. Il n'y a pas un muscle car des années 70 ou une voiture japonaise là, turbo-compressée des années 90 qui peut rivaliser avec une pauvre Tesla usagée que vous pouvez acheter pour 20 ou 30 000 $. Donc, d'ailleurs, des Tesla Model S Plaid usagés, j'en ai vu là, à 60 000 $ canadiens sans trop chercher sur Facebook Marketplace. Et cette voiture-là fait le 0-100 sur une piste préparée, là, c'est entre guillemets, en 2 secondes, voire en moins de 2 secondes. Et ça, là, c'est absolument incroyable. On parle plus rapidement qu'une Bugatti Veyron qui a le plus d'enjeux et de difficultés à maintenir la traction jusqu'à un certain point. Donc au niveau de la performance, vraiment là, la démocratisation de la performance, c'est quelque chose qu'on peut donner à Tesla. Et puis beaucoup d'autres constructeurs ont emboîté le pas. C'est pas vrai pour toutes les voitures, mais en général, là, si vous achetez une voiture électrique, vous savez que vous pouvez vous attendre au couple instantané, puis à des performances d'accélération, du moins, qui sont plus élevées ou plus grande là, que celle d'une voiture thermique d'un prix et ou d'une catégorie là, équivalente. Et ça, c'est bien. Tesla nous a aussi amené cet élément-là là, de fiabilité en des voitures électriques parce que même si au début, là, je pense que pour eux comme pour d'autres constructeurs, le premier modèle S, on a beaucoup entendu là, de remplacement de batterie sur ces véhicules-là, mais je pense qu'on peut dire qu'aujourd'hui, les voitures qui sont vendues ont des batteries là, qui sont assez fiables et qui vont dépasser là, la vie du véhicule. Surtout dans un contexte comme celui du Québec, où on utilise beaucoup de sel sur les routes. La durée de vie d'une voiture, par exemple, aux États-Unis, c'est peut-être typiquement 200 000 milles, 320 000 km, quelque chose comme ça. Alors qu'au Québec, à 250 000 km, là, 12 ans, 250 000 km dans ces eaux-là, au niveau là, de la suspension et de la carrosserie, la voiture risque d'être assez fatiguée. Puis aujourd'hui, on a des voitures qui peuvent parcourir 300 000 km, des voitures électriques, avec une dégradation de batterie de l'ordre de 10-15%. Puis on a plus de pertes au début. Fait que c'est vrai que dans les 2-3 premières années, peut-être qu'on va perdre 7, 8, 10%. Puis là, on capote, on pense que ça va continuer comme ça. Puis finalement, les voitures durent. On a d'autres manufacturiers qui emboîtent le pas. Toyota nous dit que, je crois, après 10 ans, on va maintenir 90% de la capacité de la batterie. Donc, eux sont peut-être beaucoup plus conservateurs, là, d'ailleurs, dans les paramètres, entre autres, de recharge rapide du BZ4X. Le nouveau BZ, ça va être mieux. Mais bref, on est capable d'avoir ça. Puis on a d'autres constructeurs où c'est un peu plus nuancé. Là, disons Ford qui nous disait, je pense, 70% après 8 ans, quelque chose comme ça. On a un peu démocratisé, là, je pense démontré, bien que beaucoup de gens n'y croient pas, on a quand même démontré là, que les véhicules électriques étaient capables de parcourir des longues distances et d'avoir une durée de vie là, qui était raisonnable. Ceci étant dit, mon commentaire, je ne le fais pas au niveau de la valeur de revente. Parce que là, il y a beaucoup de controverses au niveau de la valeur de revente des véhicules électriques. On dit que ça ne vaut plus rien. Mais c'est parce qu'en fait, on est un peu biaisé parce que c'est vrai que durant la pandémie, on avait des véhicules électriques ou thermiques qui avaient des valeurs de revente très élevées. On a vu le prix ou le coût moyen là, des véhicules usagés, électriques ou
thermique là, qui a largement augmenté. Donc, quelqu'un qui a acheté un véhicule en 2021, 2022, qui, 1 an plus tard, 2 ans plus tard, disait « Mon auto, elle vaut encore plus cher que quand je l'ai acheté. » Puis là, aujourd'hui, 1 an après cette période-là, disons de 2024 à 2025, il perd 30% de la valeur de son véhicule, il capote, mais la réalité, c'est qu'une voiture, historiquement, avant la pandémie, ben oui, ça perdait 50% de sa valeur dans les 3 à 5 premières années. Si vous achetez une Jaguar, je ne sais pas moi, ou un Land Rover, n'importe quelle voiture de luxe, vous connaissez ça. Peut-être moins, mettons, un produit Toyota, là, mais il y en a beaucoup des voitures qui se dépréciaient énormément dans les premières années, qu'elles soient thermiques ou électriques. Je pense qu'on voit plus un retour de balancier puis un retour à la normale. Mais c'est vrai qu'il y a certains modèles électriques où on a abusé là, en mettant des prix de vente au détail qui étaient très, très, très élevés, qui considéraient un peu les subventions. Peut-être que le constructeur ou la concession empochait en quelque sorte la subvention en ayant un prix de vente qui était plus élevé. Bien là, tout ça revient à la normale, les gens sont plus réalistes et oui, ça fait baisser la valeur de revente de ce véhicule-là. Je vais aussi donner le crédit à Tesla pour être l'un des manufacturiers qui met un frunk, donc un coffre avant dans tous ses véhicules électriques. Parce qu'aujourd'hui, quand j'essaie un véhicule électrique, ben, je les catégorise dans 2 catégories, hein, ceux qui ont un frunk et ceux qui n'ont pas de frunk. Tesla, ce n'est pas nécessairement les meilleurs dans tous les cas, donc tous leurs modèles, oui, ont un coffre avant, mais le Cybertruck, par exemple, a un coffre avant là, qui est peut-être moins pratique et moins volumineux que celui d'un F-150 Lightning ou d'un Silverado ou Sierra EV ou le Hummer EV. Donc, il y a d'autres camionnettes électriques qui ont un coffre avant plus grand, mais c'est aussi parce que ces camionnettes-là sont parfois plus longues que le Cybertruck, mais ils ont pu démocratiser ça. Je trouve ça bien d'avoir un endroit où on peut mettre des objets peut-être qu'on utilise moins souvent, puis on a plus de place dans le coffre. On a souvent un sous-coffre très profond aussi dans ces modèles-là. Et ça, c'est très positif. Un autre élément, mais qui n'est pas propre à Tesla, c'est celui de la sécurité, mais on le voit généralement avec les voitures électriques qui ont des plateformes plus robustes peut-être que les voitures à essence historiquement. Il y a évidemment des exceptions à tout ça. Il y a comme une légende qui dit que jamais personne qui est mort dans un Volvo XC90, qui était occupant d'un Volvo XC90. À quelques reprises dans le passé, j'ai essayé de trouver des contre-exemples et je n'ai jamais réussi à le faire. Mais bref, les véhicules de Tesla, généralement, vont avoir 5 étoiles au niveau de la sécurité. C'est vrai aussi de beaucoup d'autres véhicules électriques. Donc, on en profite alors qu'on transitionne vers des plateformes électriques pour introduire des nouvelles technologies de sécurité, que ce soit de la sécurité passive, là, donc dans le fait que le véhicule a un centre de gravité extrêmement bas qui favorise le fait de ne pas retourner le véhicule en cas d'accident, donc éviter les tonneaux, ce genre de choses-là. Mais on a aussi beaucoup de sécurité active, donc généralement, on en profite dans les véhicules électriques pour introduire des nouvelles technologies de sécurité active qui peuvent être ou pas en combinaison avec de la conduite autonome ou semi-autonome. Donc, maintenant, à peu près tous les véhicules là, sont équipés de systèmes d'aide actifs à la conduite. Ça, c'est quelque chose que Tesla a vraiment mis de l'avant dans leur véhicule, et ce, pas mal depuis le début. Donc, je vais un peu leur donner une partie du crédit pour ça, mais ça ne leur revient pas entièrement. Je pense que Toyota, par exemple, depuis 2016, quelque chose comme ça, ont les systèmes Toyota Safety Sense de base dans tous les véhicules, ce qui fait qu'en 2016, vous pouviez acheter une Corolla L manuelle à 16 995. J'ai beaucoup de mémoire pour les choses pas importantes, qui était équipé d'un régulateur de vitesse adaptatif et des systèmes actifs de protection contre les collisions dans une voiture manuelle qui, je crois, n'avait pas d'air climatisé, donc quand même assez incroyable. Autre chose que je vais donner finalement à Tesla, je pense pas nécessairement que c'est eux qui ont inventé ça, mais la standardisation, la démocratisation des thermopompes dans les véhicules, qu'ils soient électriques ou même des fois hybrides. Donc, c'est quoi une thermopompe? Une pompe à chaleur, mais c'est un équipement là, qui va permettre, à l'aide du cycle de Carnot, de prendre de la chaleur dans un environnement à une certaine température et de la transmettre ailleurs, alors que parfois, l'environnement 1 est à plus basse température que l'environnement 2. À quoi ça sert une thermopompe? Bien, l'important, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que l'énergie qu'on injecte dans le cycle est moins grande que l'énergie que l'on déplace. Et donc, c'est ce qui fait que vous pouvez avoir une consommation peut-être de, disons,
1 kW d'énergie qu'on injecte dans le compresseur de la thermopompe qui permet de donner 4 kW de chaleur, que ce soit à la batterie pour la réchauffer ou aux occupants à l'intérieur pour chauffer le véhicule. Et donc, en introduisant une pompe à chaleur dans des véhicules électriques, on permet de réduire la quantité d'énergie de la batterie que l'on alloue au chauffage et à la climatisation du véhicule. Et ça nous permet, bien sûr, d'augmenter l'autonomie des véhicules électriques. Et aujourd'hui, la plupart des véhicules électriques sont équipés d'une thermopompe. Ce ne sont pas tous les véhicules. Dans certains cas, on les met en option, ce qui est un peu ridicule. Quoique pour certains modèles, là, on voit que la thermopompe est standard pour le Canada, alors qu'elle est peut-être en option aux États-Unis. C'est le cas de la nouvelle Nissan Leaf, ce qu'Alexandre nous expliquait dans un autre podcast récemment. Donc, je vais donner le crédit à Tesla de ça. Puis si on devient un peu plus ingénieur, là, puis on va vraiment là, dans le détail, Tesla utilise le refroidissement du moteur du compresseur pour réinjecter cette énergie-là dans le système. Donc, le moteur émet de la chaleur. Puis, ce qu'ils nous disent, je n'ai pas validé cette information-là, c'est qu'avant eux, il n'y a jamais un constructeur de thermopompe au monde, parce qu'il y en a très, très peu, en fait, qui font des pompes à chaleur, qui utilisaient la chaleur générée par le moteur du compresseur pour l'injecter dans le cycle puis avoir plus d'énergie dans le système. Donc, si vous avez une thermopompe à la maison, probablement qu'il y a un moteur électrique qui est refroidi de lui-même, séparé avec de l'air ou du liquide ou peu importe, mais on ne prend pas la chaleur qui émet pour la mettre dans le système pour chauffer votre maison. Donc, c'est une perte d'efficacité potentielle, et ils ont introduit ça. Ça fait un peu le tour pour les aspects positifs au niveau des produits en tant que tel. Mais maintenant, ce que je veux parler, c'est plus du modèle d'affaires, parce que j'ai plus, disons, un historique de travail en gestion de produits, puis c'est le genre de sujet qui, moi, m'intéresse. Si ça ne vous intéresse pas, vous pouvez bien décrocher. Alexandre m'a récemment envoyé une vidéo dans sa Tesla où est-ce qu'il voyait qu'on pouvait commander au restaurant de Tesla qui est ouvert en Californie son menu à distance, puis trouvait ça complètement capoté. Puis là, ça m'a permis de réfléchir parce que je pense beaucoup à la conduite autonome, qu'est-ce que ça va nous amener. Puis, on sait qu'il y a l'aspect robot-taxi, donc évidemment, vous pourriez vous commander une course de taxi ou un véhicule autonome qui peut-être appartient à Tesla ou appartient à un opérateur ou appartient à un membre du public qui possède cette voiture-là, qui viendrait vous chercher, vous amènerait du point A au point B. L'idée, c'est que si on n'a pas besoin de payer un chauffeur et qu'on automatise ça, puis qu'on utilise l'intelligence artificielle, la conduite 100% autonome, hypothétiquement, pour vous déplacer, le coût de déplacement est beaucoup ou grandement réduit. Donc, Tesla, en se prenant une petite cote, serait capable, sur ces courses-là, serait capable de générer énormément de revenus et de profitabilité, théoriquement. Quoique d'autres constructeurs pourraient faire la même chose, alors que le coût pour vous est réduit. C'est un peu, commercialement, ce qui est toujours intéressant. Si on peut faire quelque chose que quelqu'un d'autre fait pour moins cher, avec le même niveau de qualité, ça peut généralement amener énormément de ventes et de revenus et de profitabilité. Tout ça, c'est super intéressant pour les entreprises qui développent ça. Ça a le droit de pas être d'accord. Mais bref, c'est un peu comme ça que le capitalisme fonctionne. Fait que là, je repensais au diner, puis j'étais là, mais un autre aspect où le coût de revient, c'est beaucoup le coût de la personne qui conduit le véhicule, c'est la livraison de nourriture. Puis là, je me disais, est-ce que Tesla, dans le fond, ils n'ont pas comme ouvert un restaurant pour essayer de comprendre comment ça fonctionne un restaurant, dans le but d'offrir éventuellement la livraison de nourriture par voiture autonome? Donc, mettons qu'on fait une expérience mentale puis on se projette 2-3 ans dans le futur ou 1 an dans le futur peut-être, qui sait, vous pourriez commander sur votre téléphone dans une application qui ne serait pas celle de DoorDash ou Uber Eats, mais qui serait une application liée à Tesla, ou même peut-être qu'il y aurait un partenariat avec ces entreprises-là existantes. Vous commanderiez votre nourriture, puis là, il y a un véhicule qui appartient peut-être à vous, peut-être à quelqu'un d'autre, qui se dirigerait vers le restaurant. Il y aurait un commis au restaurant qui irait dans l'espace réservé aux livreurs, déposerait la commande dans le véhicule, puis le véhicule viendrait à votre porte ou devant chez vous, puis vous iriez récupérer la commande et vous auriez votre nourriture, votre mets. Fait que là, j'essaie un peu d'explorer toutes ces choses-là. Il y a certains éléments sur lesquels Tesla travaille qui, comme celui-là, peuvent amener
énormément d'économies d'échelle à presque pas de coût pour eux. Donc, bien sûr, il y a un coût important là, à développer la conduite autonome et ce genre d'application-là. Développer la conduite autonome, la FSD, là, on parle de plusieurs milliards de dollars d'équipement, que ce soit les cartes graphiques ou les GPU qui sont utilisés pour l'entraînement du modèle, la bâtisse, l'électricité, les chercheurs en intelligence artificielle qui, bon, ça fait un peu une bulle en ce moment. Là, on entend parler de gens qui se font offrir un emploi avec une rémunération dans les 9 chiffres, là, c'est complètement capoté. Donc, oui, il y a un coût associé à ça, mais si éventuellement on peut répartir ce coût-là sur des millions de transactions individuelles qui s'exécutent à presque zéro coût pour le manufacturier parce que c'est l'électricité dans le véhicule qui fait les calculs, puis c'est le véhicule de quelqu'un d'autre qui se déplace, qui lui aussi se prend une part du gâteau, ça peut être quand même assez incroyable. Donc, robot-taxi, peut-être de la livraison. Puis là, si on essaye de comme aller vers le robot Optimus, ou moi je crois pas qu'on va voir des particuliers comme vous et moi avoir un robot humanoïde à la maison qui passe la balayeuse puis plie votre linge demain matin. Peut-être que ça viendra là, dans au moins 5 ans, mais probablement plus quelque chose comme une décennie ou une quinzaine d'années, ou je sais pas. Là. Mais bref, à plus moyen long terme, mais ces robots-là pourraient être utilisés dans des applications industrielles et commerciales. Fait que là, c'est pas quelque chose qui augmente à la même échelle, à moins qu'ils soient loués, ces robots-là, avec un frais annuel qui serait là, plus élevé que les coûts de revient là, de l'unité individuelle. Mais on pourrait associer les deux, conduite autonome d'un véhicule et l'utilisation d'un robot humanoïde pour aller exécuter certaines tâches. Donc, par exemple, il pourrait même aller chercher le repas dans le restaurant, le déposer dans la voiture, venir le déposer sur le seuil de votre porte ou faire de la livraison de colis, ce genre de choses-là. Bref, il y a quelques aspects là, dans ce que Tesla explore, mais qui n'ont pas nécessairement mis en marché actuellement, qui donnent un potentiel de croissance là, qui peut presque faire peur parce que ils ont tellement accès à tellement de données avec tous les véhicules qu'ils ont que ça peut être difficile de les rattraper. Mais généralement, dans le monde puis dans l'évolution des technologies, il y a toujours quelqu'un qui finit par avoir une idée absolument incroyable puis à faire un leapfrog, un saut de grenouille là, et dépasser un compétiteur. Donc, je serais bien intéressé, j'aimerais bien ça voir un jour quelqu'un là, développer quelque chose d'absolument incroyable ou un modèle là, qui serait plus générique, je ne sais pas moi, pour la conduite autonome, qui pourrait être déployé dans des véhicules existants, mais avec un bon niveau de sécurité. Qui sait, peut-être que ça viendra. Fait que c'était un podcast un peu plus long. On a parlé de choses positives sur Tesla. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Est-ce que vous n'êtes pas d'accord avec moi? Je me suis dit on peut bien parler de choses un peu plus positives de temps en temps. C'était Gabriel pour Plus de Millage. Si vous avez aimé le contenu d'aujourd'hui, abonnez-vous. Il y a seulement le tiers d'entre vous, en fait, qui est très abonné. Donc, 23 000 abonnés à Plus de Millage, mais il y a encore plus de gens qui nous écoutent. Donc, abonnez-vous. Cliquez sur la petite cloche pour être notifié la prochaine fois qu'une vidéo est disponible. Si vous voulez voir des vidéos comme celle-ci d'avance, vous pouvez même cliquer sur « Se joindre ». Puis avec un petit frais, vous allez voir toutes les vidéos avant tout le monde, puis vous allez soutenir là, la création de contenu pour Plus de Millage. On fait force là, de grandir puis de vous amener toujours plus de choses. Donc, par exemple, là, j'ai maintenant un beau petit drone, donc on va peut-être essayer ça dans la production d'un vlog dans le futur. C'était Gabriel pour Plus de Millage. On se dit à la prochaine.